Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bonjour à tous et bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle des enjeux de la transition écologique et sociale. Avec la guerre en Iran, on voit combien la dépendance aux énergies fossiles pèse sur les économies occidentales, à jamais à l'abri d'un choc pétrolier qui peut déstabiliser des pays. Une guerre qui nous fait réaliser que l'on est encore loin de sortir des énergies fossiles, détroit d'Ormuz bloqué, sites pétroliers et gaziers bombardés. Les conséquences se sont tout de suite fait ressentir sur le baril de Brent et donc à la pompe. Plusieurs pays ont déjà annoncé des mesures. Pourtant, l'objectif est de sortir de ces énergies fossiles à long terme, responsables des émissions de CO2. Certains ont une solution. Ils essaient de convaincre les pétroliers d'accélérer leur transition en les interpellant directement. C'est le travail d'une association qui s'appelle Follow This, une association qui a 10 ans et on est ravis d'accueillir l'un de ses membres, c'est Tarek Bouch. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Et merci beaucoup d'être avec nous, Tarek Bouch. Alors, vous êtes responsable recherche et engagement chez Follow This. On vous a découvert dans le film de Célia Poncelin et Léo Primard qu'on a accueilli sur le plateau d'Impact Positif. C'est le film Inaction qui parlait justement de la façon de se mettre en action pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, vous aviez été choisi pour figurer dans ce film en raison de l'originalité de votre démarche. Vous allez nous l'expliquer. Follow This est une association d'actionnaires de pétroliers. Comme vous êtes actionnaire, vous pouvez participer aux AG et vous essayez de les interpeller sur leurs engagements. Vous faites en quelque sorte de l'activisme actionnarial. Expliquez-nous. Tout à fait. Même plus que de participer aux AG et interpeller les pétroliers, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est de poser aux assemblées générales une résolution. Historiquement, on a eu l'habitude de poser une résolution qui demande à ces pétroliers, en gros, d'aligner leurs émissions sur une trajectoire qui soit compatible avec l'accord de Paris. Pas seulement les émissions des raffineries et des sites de forage, mais également les émissions liées à l'usage des produits qu'elles vendent. Indirect. Il y a souvent qu'ils mettent de côté. Et exact. Mais face à cette question-là, les produits vendus ayant vocation à être brûlés, il nous semble que c'est la question centrale. C'est la question centrale qu'on pose depuis, comme vous dites, une décennie, en ayant commencé par la britannique Shell, et puis ensuite en ayant étendu la question à autant de super majors, de grandes majors du pétrole, celles qui sont comparables et pertinentes, 2 américaines, 2 britanniques et une française. On s'était forcé de poser la même question à ces 5 sociétés-là sur les 10 dernières années, avec des résultats divers, mais entre autres choses, la question est devenue légitime et s'est mise à être traitée parce que les pétroliers écoutent leurs actionnaires. Effectivement, et c'est là tout le cœur de votre démarche. Vous voulez être à l'intérieur pour changer les choses. Comment elle est née cette démarche? Et il y a un extrait justement dans le film Inaction. On voit votre fondateur qui en parle. Il a été journaliste pendant tout un temps. Il écrivait tout un tas d'articles sur les pétroliers. Puis il s'est dit, il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun impact sur les pétroliers. Et il dit dans le film, les pétroliers n'écoutent pas les journalistes. Il a donc tenté autre chose. Et oui, les pétroliers, comme je vous le dis, écoutent effectivement leurs actionnaires, d'autant plus quand leur inquiétude va croissante. Et c'est ce qui s'est passé durant cette décennie. Le soutien à notre demande d'aligner les émissions de dioxyde de carbone sur quelque chose qui soit en ligne avec l'accord de Paris est passé d'une poussière d'étoiles au début de notre campagne à quelque chose qui a atteint les 20%, les 30%. Et à partir de 30%, il nous est arrivé de voir de véritables impacts. Ah oui, effectivement. On va parler de vos impacts d'ailleurs tout à l'heure. Alors évidemment, déposer une résolution lors d'une assemblée générale chez Shell, chez BP, etc., ça nécessite quand même au moins 5 millions d'euros en actions. Comment vous avez fait
pour rassembler cette somme, pour pouvoir peser en AG? Alors, on est une association de 4000 membres. Et donc, parmi ces membres-là, il suffit d'en rassembler une centaine qui est... Pour certains, quelques actions chez Shell, parfois une seule suffit, et pour certains d'entre eux, beaucoup plus, le tout étant d'obtenir à une centaine d'actionnaires ce fameux seuil de l'ordre de 5 millions d'actions. Je parle de Shell parce que je vous parle d'une règle britannique. En France, la règle est légèrement différente. Il faut rassembler un demi% de la société. Et un demi% de la société, si on parle de Total, ça va dans les 800 millions d'euros, 1 milliard d'euros. Donc là, on parle exclusivement à des professionnels, à des gens comme Amundi, comme BNP Paribas Asset Management. Et c'est en agrégeant leur bonne volonté autour d'un texte qui correspond à la défense de leurs intérêts en tant que gestionnaire d'actifs, qu'on arrive à obtenir un vote chez Total. Donc, comme vous dites, chez Shell, c'est l'affaire d'une centaine d'individus, donc d'une association comme la nôtre. Et chez Total, par exemple, c'est l'affaire de plusieurs gestionnaires d'actifs que j'ai l'honneur parfois de coordonner jusqu'à obtenir un vote en Assemblée générale. Alors, dans le film Inaction, on vous voit interpeller directement le patron de Shell à Londres sur ses objectifs de transition. Alors, on va écouter un extrait. Je précise que c'est la deuxième fois que vous posez votre question. Vous l'avez déjà posée. La réponse ne vous a pas satisfait. Et vous reposez de nouveau la question. On écoute, on en reparle après. Excusez-moi, j'ai peur de ne pas avoir eu réponse ferme à ma question. Dans les 15 prochaines années, vous pourriez être confronté à un abandon de votre objectif 2050. Votre réponse était longue, mais je voudrais rappeler ma question. Je pense avoir dit tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Nous mettons en place un certain nombre d'actions qui permettent de tenir notre trajectoire 2050. Voilà, alors échange plutôt tendu. On sent que le patron il a plutôt envie d'évacuer votre question. Oui, je l'interpellais à ce moment-là sur la pratique discutable que Shell a eue en 2024, qui a consisté à l'orée de la réalisation de certaines de ses ambitions climatiques, à décider de les abandonner. Shell a une stratégie roulante sur les 10 ans à venir, il stratégise toujours sur les 10 ans qui viennent, et la 11e année qui précédait une promesse importante, Shell a décidé de la mettre au rebut. C'est là-dessus que je l'interviewais. Alors, venons-en aux impacts de Follow This. Vous existez depuis 10 ans, on l'a dit. En 2017, je crois, suite à l'une de vos résolutions qui avait été votée par 6% des actionnaires, Shell a réagi. Et 6 mois plus tard, ils ont annoncé une ambition climatique. La compagnie, elle est devenue la première pétrolière à le faire au monde. Donc ça, c'est un impact, mais il y en a eu d'autres, parce que vous avez fait voter depuis d'autres résolutions, parfois avec une bonne proportion. Expliquez-nous quels sont vos impacts. Alors le premier impact, comme vous le dites, ça a été à ce tournant-là, quand Shell a cessé de se considérer comme tout à fait irresponsable des émissions liées à l'usage de ces produits, pour commencer à faire un reporting, à comptabiliser ces émissions, puis à se doter d'objectifs sur ces émissions liées à l'usage des produits. Qu'est-ce qui se passe quand on brûle le pétrole vendu par Shell, et quelle quantité d'émissions vont être relâchées dans l'atmosphère dans les années à venir. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ces émissions-là suivent une trajectoire qui s'aligne avec l'accord de Paris? Bien, Shell a commencé à entreprendre de se doter d'objectifs sur ces émissions-là, les émissions liées à l'usage des produits, à partir de ces 6%-là. Et une fois que Shell a été la première à donner du crédit à la question, pas nécessairement à se doter d'objectifs en ligne avec l'accord de Paris, ça n'a jamais été le cas, mais à donner du crédit à la question, à commencer à traiter la demande effective qu'on lui portait, ça, pardonnez-moi du jeu de mots, ça a fait tache d'huile. C'est-à-dire que d'autres pétrolières se sont mises à limiter. C'est ainsi qu'on a vu Total, dans l'année qui a suivi, en quelque sorte, imiter Shell, puis BP, puis Chevron, quand on l'y a incité à son tour. Donc le premier impact qu'on a eu, c'est mettre cet enjeu des émissions liées à l'usage des produits, c'est-à-dire des modèles d'affaires des énergéticiens et des pétroliers en particulier. On a mis cette question au centre du jeu et les pétroliers ont commencé à s'en emparer. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est de se demander s'il existe un seuil à partir duquel notre demande est entendue, c'est-à-dire à partir duquel les pétrolières prennent en charge de faire pivoter leur modèle d'affaires. La question reste ouverte. À notre avis, On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais il y a eu des premiers signes de frémissement, comme je vous disais, à notre sens, au-delà des 20%, quand on atteint les 30%,
on peut voir une corrélation entre l'évolution des modèles d'affaires et la demande des actionnaires. Justement, vous dites avec Follow This que si nous laissons l'industrie pétrolière faire ce qu'elle veut pendant encore 5 ans, nous n'aurons aucune chance. Est-ce que vous voulez dire par là qu'en gros, nous avons une fenêtre de tir de 5 ans pour pouvoir réellement agir, pouvoir être en accord avec l'accord de Paris et donc rester sous les 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle? Alors, quand on dit ça, on s'efforce de citer des climatologues, des experts du climat. Cette fenêtre de tir de 5 ans, c'est l'éventualité de se prémunir d'une augmentation de la température supérieure à 1,5 degré. Qui est la borne la plus contraignante et en ce qui concerne le climat la plus intéressante de l'accord de Paris. Petit à petit, il est possible qu'on s'éloigne du 1,5 degré. Il y a beaucoup de pessimisme vis-à-vis de cette question. Et donc, c'était le sens de cette remarque-là. Alors, si 1,5 degré est dépassé, eh bien, on s'accrochera à obtenir 1,55 degré. Parce que quoi qu'il arrive, l'enjeu climatique est destructeur pour l'économie. Il n'est pas seulement destructeur pour la nature, c'est pas quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose que tout un chacun risque de subir, à commencer par les grands acteurs économiques. Parce que les grands acteurs économiques, comme leur nom l'indique, ils ont un intérêt dans un petit peu toutes les tranches de l'économie. Et donc, la valeur qui est créée dans le pétrole peut tout à fait être détruite dans les autres activités économiques qui intéressent les gestionnaires d'actifs. Et c'est pour ça que les gestionnaires d'actifs votent en s'intéressant au climat en Assemblée générale. Alors justement, vous avez changé un peu votre fusil d'épaule depuis ce début d'année. Vous avez déposé des résolutions contre BP et Shell. Vous leur demandez en quelque sorte d'expliquer comment ils vont créer de la valeur si la demande en pétrole et en gaz recule. C'est ce que disent les prévisions, notamment par rapport à cette année de 2030. En gros, vous leur demandez: est-ce que vous êtes prêt à faire face? Tout à fait. Alors, on n'a pas inventé cette demande-là. On s'est basé sur les rapports de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie produit des scénarios prospectifs sur l'état vraisemblable de la demande dans toutes les sortes d'énergie, mais à commencer par les énergies fossiles. Et ça fait 3 années de suite qu'il existe des scénarios centraux, des scénarios qu'on va appeler raisonnables, qui ne sont pas les scénarios extrêmes, ni dans un sens ni dans l'autre, mais qui parlent d'un futur très vraisemblable et qui voient une inflexion, un retournement de la demande en pétrole et en gaz dans la décennie qui vient. C'est-à-dire qu'il est vraisemblable que dans la décennie qui vient, l'humanité dans son ensemble va se mettre à consommer moins de pétrole et moins de gaz qu'elle ne l'a fait par le passé. Et ça, c'est une vraie question pour les modèles d'affaires des pétroliers. Et ça encapsule un risque de transition, qui est celui qui intéresse les gestionnaires d'actifs avec lesquels on travaille, et face auquel les sociétés pétrolières répondent relativement mal pour l'instant, parce que leurs stratégies sont optimisées pour un monde où la demande en pétrole et en gaz s'envole. Mais ces scénarios-là sont en règle générale portés par les pétroliers eux-mêmes ou par certains idéologues venus des États-Unis. Et on n'est pas bien sûr que ça ait un intérêt économique. Alors, est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui en Iran, est-ce que les chocs qu'on est en train de vivre actuellement peuvent faire réaliser ces groupes qu'il faut justement aller vers la transition? Il y a un responsable au climat à l'ONU qui l'a dit récemment, la guerre en Iran devrait accélérer la sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est très, très bien senti. Il a aussi dit quelque chose comme, si c'est bien de Samuel Steele dont on parle. Tout à fait, c'est lui. Il a dit quelque chose comme le soleil n'a pas besoin de passer par un détroit et le vent n'a pas besoin d'être accompagné par un destroyer. Et tout cela est très pertinent. Il y a une grande question qui se pose quand on regarde ce qui ressemble à un choc pétrolier, c'est est-ce qu'on se retrouve en 1973 ? Je suis bien incapable de prédire l'avenir, mais il y a une grande différence par rapport à 1973, c'est la disponibilité des technologies renouvelables et neutres en carbone en règle générale. Je pense en particulier à l'incroyable disponibilité des panneaux solaires, des batteries électriques qui taillent des croupières, qui font une vraie concurrence à la consommation de fossiles. Et c'est ça qui nourrit ces prospectives qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie, c'est l'éventualité qu'il existe une alternative technique qui convainc le marché de se détourner du pétrole. Alors ça, c'est un risque de transition. Nous, Follow This, on a beaucoup insisté sur le risque climatique. Et maintenant, on en vient à sa
petite sœur, en quelque sorte, le risque de transition auquel font face les pétrolières et qui est un risque qui devrait intéresser les marchés. C'est la question qu'on pose à Shell et à BP, oui. Dans le même ordre d'esprit, il y a le chercheur François Gémen qui écrivait pour Reuters. Il disait qu'effectivement, le blocus du détroit d'Ormuz pourrait devenir paradoxalement le plus grand accélérateur de la transition vers une industrie bas carbone. Ça, c'est dans l'idéal, Tarek Bouche. Alors, c'est dans l'idéal, effectivement. Il est possible qu'à court terme, ça fasse surtout les affaires de ceux qui exploitent le pétrole en ce moment. On va pas se le cacher. Oui. Mais la question qui se pose, c'est que se passe-t-il derrière ce pic, ce pic de création de valeur, de capture de la valeur par les pétroliers qui devrait arriver dans l'année 2026 ? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer, sincèrement, dans les 3 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans. Et ce sont les ordres de grandeur de temps qui intéressent les investisseurs industriels. Les gens comme Shell et comme BP investissent dans des actifs, dans des usines qui doivent être rentabilisés sur l'ordre de grandeur de la décennie. Et donc, quel va être l'effet à long terme de cette explosion des coûts des fossiles et quand, à l'inverse des crises des décennies passées, il existe des alternatives extrêmement efficaces, tout à fait disponibles et qui sont très attirantes. Cette semaine, Total Energy a publié son rapport annuel de durabilité. Il affirme qu'il a encore réduit ses émissions de gaz à effet de serre en 2025 à une tendance liée à la baisse continue de la part du pétrole dans ses ventes. Nous sommes à 2 mois d'une AG. On sait combien les AG peuvent être tendues et vous en savez quelque chose puisque vous y allez. On est loin tout de même de ce qu'il faudrait faire pour s'engager dans une véritable transition, Tarek Bouche. Alors, malgré tout, les pétroliers communiquent effectivement sur ces... D'ailleurs, ils communiquent tous sur cette baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour autant, on voit que leurs investissements dans les énergies renouvelables sont stables, voire en recul pour certains. Alors, effectivement, l'extrait que vous passiez tout à l'heure à propos de Shell montre à quel point Shell a pu décider de reculer sur ses promesses climatiques. Mais à notre connaissance, c'est pas forcément le cas de Total. Ce qui est une corrélation avec le soutien que les investisseurs portent à la société pour qu'elle se dote d'objectifs climatiques qui s'alignent avec l'accord de Paris. Alors Total n'y est pas, effectivement. Elle n'est pas alignée avec l'accord de Paris, mais c'est peut-être en ce moment la moins mauvaise du jeu. Et il y a quelque chose comme le soutien des investisseurs qui peut avoir joué. Donc il nous semble, bien que Total soit loin de ce qu'il faille faire pour s'aligner avec l'accord de Paris, Total est peut-être plus prête que les autres à s'électrifier. Même si 3/4 des investissements actuellement sont consacrés au gaz et au pétrole, dont une grande partie pour de nouveaux projets, notamment aux États-Unis. Tout à fait. 3/4, c'est beaucoup trop. Si on s'intéresse à ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, encore une fois, j'aime beaucoup les citer, une pétrolière pourrait être alignée avec l'accord de Paris si elle investissait 50-50. 50% dans le maintien de ce qui reste à produire en fossiles pour répondre à la fin de la demande, et 50% de ces investissements au service d'un modèle d'affaires d'avenir, en particulier l'électricité. Bon, Total ne fait qu'un quart, donc c'est insuffisant. Elle devrait être à 50% pour complaire à ce critère de l'AIE. D'autres sociétés comme Shell et BP font bien pire, et c'est pour ça qu'on les confronte à la non-durabilité de leur business model, et on espère bien voir le niveau d'insatisfaction des investisseurs aux prochaines AG. Alors Tarek Bouche, cette émission s'appelle Impact positif. C'est vrai que on est en pleine guerre en Iran. Il y a des conséquences, effectivement, on l'a dit, pour les pays, pour les consommateurs, etc. S'il y avait quelque chose quand même de positif à retenir, et vous travaillez dans cette association, vous êtes les mains dans le cambouis, vous avez de l'impact, ce serait quoi ? Quel élément positif à retenir ? L'élément positif du temps que nous vivons, c'est la continue implication des gestionnaires d'actifs vers la constante inquiétude des risques de transition et des risques liés à la transition climatique et à la transition énergétique en règle générale. C'est-à-dire que les actionnaires professionnels auxquels on confie nos économies, en France, on va citer des noms français, les Amundi, les BNP Paribas, comme je vous le disais, et toute une galaxie d'autres acteurs, ne sont pas silencieux. Ils continuent malgré tout, d'avoir conscience que l'enjeu climatique est devant eux et va poser un problème à plein de modèles d'affaires. Donc,
Oui, en ce moment, il se passe quelque chose de très inquiétant du côté du Moyen-Orient, mais il existe des dynamiques qui peuvent pousser vers la transition, et c'est quelque chose qui est attendu par les acteurs économiques. Alors, il n'y a pas que des raisons de désespérer. Merci beaucoup en tout cas Tarek Bouche d'être venu dans Impact Positif sur LCI. C'est une émission que vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et bien sûr vous retrouvez aussi cette émission en podcast. On va d'ailleurs voir le QR code que vous pouvez flasher pour retrouver ce podcast. Merci encore Tarek Bouche.